La question des Cham dans le droit international. Quand l'histoire appelle le langage du droit. L'histoire et le droit entretiennent une relation complexe. L'histoire cherche à répondre à une question. Que se passe-t-il? Le droit, quant à lui, en pose une autre. Quelles conséquences juridiques doivent découler de ce qui s'est produit? À première vue, ces deux interrogations paraissent proches. En réalité, elles relèvent de deux démarches intellectuelles distinctes. L'historien s'efforce de reconstituer le passé avec la plus grande fidélité possible à partir des documents et des sources disponibles. Le juriste, lui, ne s'en contente pas. Il cherche à déterminer si les faits établis constituent une violation des normes juridiques et quelles conséquences en découlent. C'est précisément à ce niveau que commence toute la complexité de la question des Cham. Pendant des décennies, celle-ci a été abordée principalement comme un débat historique ou politique. Les événements, les responsabilités, les interprétations et leurs conséquences ont fait l'objet de discussions. Des ouvrages ont été publiés, des documents rendus publics, des conférences scientifiques organisées et des analyses parfois divergentes proposées. Rien de plus naturel. L'histoire est un domaine où les interrogations ne s'épuisent jamais. Il existe toutefois une question qui ne peut pas demeurer dans le seul champ des historiens. Cette histoire possède-t-elle également une dimension juridique? Cette interrogation n'est pas rhétorique, elle est fondamentale. Si un événement ne constitue qu'un fait historique, la réponse qu'il appelle demeure essentiellement académique. En revanche, s'il soulève des questions touchant aux droits fondamentaux de la personne, à la protection des populations civiles, aux droits de propriété, aux déplacements forcés ou à d'autres principes du droit international, l'analyse ne peut pas se limiter au seul terrain de l'histoire. Elle doit également entrer dans celui du droit. Cela ne signifie nullement que le juriste se substitue à l'historien. Bien au contraire. Sans une reconstitution aussi rigoureuse que possible des faits, toute analyse juridique demeure privée de fondement. Mais inversement aussi, complète soit-elle, l'histoire ne peut pas répondre à elle seule à la question de savoir si certains actes constituent, au moment où ils furent commis, une violation de normes juridiques applicables ou des standards que la communauté internationale développa par la suite. C'est précisément ici qu'apparaît une difficulté qui accompagne presque toutes les grandes tragédies de l'histoire. Le droit évolue avec le temps, les normes internationales se développent, les institutions se créent, les concepts juridiques s'enrichissent. Nombre des instruments internationaux aujourd'hui considérés comme fondamentaux n'existaient pas encore au milieu des années 1940. Cela ne signifie nullement que la souffrance humaine fut moindre. Cela signifie seulement que le juriste doit faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'il analyse des événements du passé à la lumière des catégories juridiques du présent. Il s'agit là de l'un des principes essentiels de toute analyse juridique sérieuse. Il ne suffit pas d'affirmer qu'une injustice a été commise. Il convient de s'interroger. Quel était le statut juridique de ce comportement au moment où il s'est produit? Comment les normes internationales ont-elles évolué par la suite? Quels droits sont aujourd'hui reconnus comme universels? Quels recours juridiques existent encore et lesquels ont disparu? Ce n'est qu'après avoir répondu à ces questions qu'une discussion véritable, rigoureuse, peut commencer. C'est pourquoi le présent chapitre n'a pas ambition d'apporter des réponses toutes faites. Il entend avant tout proposer une méthode qui respecte les faits, qui respecte l'histoire, qui respecte le droit et par-dessus tout, qui respecte la dignité humaine. Car le droit international n'est pas né uniquement pour organiser des relations entre les États. Il s'est développé surtout après la Seconde Guerre mondiale afin de fixer une limite à la fois morale et juridique à l'exercice du pouvoir. Au centre de ce droit ne se trouve pas l'État. Au centre de ce droit se trouve l'être humain. C'est précisément pour cette raison que toute analyse juridique de la question de la Chameria doit commencer par une interrogation bien plus vaste que la seule question des Cham. Que doit le droit international à un être humain qui a tout perdu?
C'est cette question qui guidera les pages qui suivent. Le droit international n'est pas né pour protéger les États, il est né pour protéger l'être humain. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin, l'humanité se trouva pas seulement confrontée à des villes détruites et à des millions de victimes, elle fut également confrontée à une interrogation qui allait transformer durablement l'évolution du droit international. Comment les crimes d'une telle ampleur avaient-ils pu être commis, souvent sous la protection ou avec la tolérance des États eux-mêmes? Pendant des siècles, le droit international s'était principalement construit autour de relations entre les États. L'individu y demeurait presque invisible. Lorsqu'un État agissait à l'intérieur de ses propres frontières, la communauté internationale disposait de très peu de moyens d'intervention. La Seconde Guerre mondiale fit voler cette logique en éclats. Elle démontra que la souveraineté ne pouvait constituer un bouclier absolu contre toute responsabilité. Lorsque l'État devient lui-même l'auteur de violations graves à l'encontre de sa population civile, le droit international ne peut plus se contenter de protéger les seuls États. Il doit également protéger l'être humain. Il s'agit de l'un des plus grands tournants juridiques du XXe siècle. Pour la première fois, la dignité humaine fut placée au cœur de l'ordre juridique international. L'État ne fut plus le seul sujet du droit international. L'individu commença lui aussi à être reconnu comme titulaire des droits inhérents à sa personne, indépendamment de sa nationalité, de sa religion ou de ses convictions politiques. Cette philosophie s'est progressivement concrétisée dans une série d'instruments juridiques qui constituent encore aujourd'hui le fondement du droit international contemporain. La Charte des Nations Unies de 1945 fit de la préservation de la paix et de la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine des objectifs essentiels de la communauté internationale. 3 ans plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948, proclama que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. La même année fut adoptée la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui définit pour la première fois le génocide comme un crime de droit international et impose aux États l'obligation de le prévenir et de le punir. Au terme de son article 2, un élément essentiel de cette infraction réside dans l'intention spécifique de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. Il s'agit d'un critère juridique particulièrement exigeant qui requiert des preuves scientifiques. C'est pourquoi l'emploi du terme génocide dans une analyse juridique appelle une grande prudence et ne peut pas se fonder sur la seule constatation des souffrances, aussi considérables soient-elles. Cette précision revêt une importance particulière pour la question des Albanais de la Tchameria. La souffrance humaine, aussi profonde soit-elle, ne suffit pas à elle seule à déterminer la qualification juridique d'un événement. Le juriste doit examiner les éléments constitutifs de l'infraction, les preuves disponibles ainsi que les normes applicables. Cette exigence ne diminue en rien la tragédie. Au contraire, elle confère à l'analyse une plus grande rigueur et une crédibilité renforcée. C'est précisément pour cette raison que le présent chapitre n'emploiera jamais des concepts juridiques comme des simples slogans. Chaque notion sera examinée conformément au sens précis qu'elle revêt en droit international. Ce n'est qu'à cette condition qu'il devient possible de distinguer la souffrance historique de la qualification juridique et l'émotion de l'argument. Dans cette perspective, la question qui se pose à propos de la Tchameria n'est pas seulement de savoir si une tragédie s'est produite. L'existence de cette tragédie est attestée par de nombreux témoignages, documents et travaux historiques. La véritable question consiste à déterminer comment cette tragédie doit être analysée à la lumière des principes du droit international. Quelles normes lui sont applicables et quelles sont les limites même de l'analyse juridique. Ce n'est qu'après avoir répondu à ces interrogations qu'il devient possible de passer de l'histoire au droit, sans sacrifier ni la rigueur des faits, ni l'honnêteté intellectuelle. Les sources historiques est l'argument en faveur de la reconnaissance du génocide. Aucune thèse sérieuse ne peut reposer sur la seule conviction de son auteur. Elle doit être confrontée aux documents, aux témoignages et à l'analyse critique des sources. C'est précisément pour cette raison que la question des Tcham
doit être examiné non seulement à travers la mémoire collective, mais également à la lumière de la littérature historique et de la documentation archivistique. L'une des historiennes qui a consacré une attention particulière à la question est Miranda Vickers. Dans ses travaux consacrés aux relations gréco-albanaises et à la question des Cham, elle décrit l'expulsion massive des Albanais musulmans de la Chameria entre 1944 et 1945, la perte de leurs biens également, ainsi que la conséquence durable de cet événement sur la communauté Cham. Elle souligne également que cette question demeure l'un des dossiers les plus irrésolus des relations entre l'Albanie et la Grèce, et qu'il existe des récits divergents quant aux responsabilités et à l'interprétation des faits. Son œuvre a largement contribué à faire connaître la question Cham dans la littérature internationale. Des recueils documentaires publiés par Robert Elsey et Beytullah Destani présentent également un intérêt majeur. Ils rassemblent des archives, des rapports diplomatiques, des témoignages et des documents contemporains des événements. Ces sources ne se substituent pas à l'analyse juridique, mais elles constituent le socle factuel sur lequel celle-ci doit être construite. L'examen de ces travaux montre clairement que les événements ne sauraient être réduits à un épisode isolé de la Seconde Guerre mondiale. Ils englobent des homicides de civils, des déplacements forcés de population, des confiscations de biens et une transformation profonde de la composition démographique de la région. Il s'agit de faits qui appellent une analyse historique et juridique rigoureuse. C'est précisément la réunion de ces différents éléments qui soulève la question de savoir si les événements doivent être examinés à la lumière des qualifications les plus graves du droit international. Cette interrogation ne peut pas recevoir de réponse, ni par l'émotion, ni par la seule mémoire collective. Elle exige une étude attentive des documents, des normes juridiques applicables et de la pratique internationale. C'est pourquoi la demande de reconnaissance de ce génocide ne doit pas être perçue comme la revendication d'un privilège historique. Elle doit être comprise comme une demande d'examen complet, impartial et fondé sur les preuves. Une question ayant affecté des milliers de personnes mérite d'être traitée avec le même degré de rigueur que celui qu'exige le droit international pour toute autre prétention sérieuse. Le présent ouvrage soutient que les preuves historiques aujourd'hui disponibles méritent d'être continuellement réévaluées à la lumière de l'évolution du droit international. Cela ne signifie pas que le débat soit clos, bien au contraire. Cela signifie qu'il doit se poursuivre sur le terrain des documents, de l'analyse critique et de l'argumentation plutôt que sur celui du déni ou du silence. Au terme de cette réflexion, la véritable question n'est pas seulement de savoir ce qui est arrivé aux Albanais de la Chameria. Elle consiste à déterminer la communauté académique, les institutions et les juristes. Si la communauté académique, les institutions et les juristes sont prêts à examiner l'ensemble des preuves avec le même niveau d'exigence critique que celui appliqué à toute autre tragédie historique. Seule une telle démarche permettra de rapprocher l'histoire du droit et d'établir une base crédible pour toute demande de reconnaissance. Les documents parlent, mais ils exigent une lecture honnête. L'étude de toute tragédie historique est confrontée à une double tentation. La première consiste à croire que les documents parlent d'eux-mêmes et ne nécessitent aucune interprétation. La seconde est de leur faire dire davantage que ce qu'ils établissent réellement. Aucune de ces deux attitudes ne sert à la recherche de la vérité. Le document historique ne se confond pas avec l'histoire. Il n'en constitue qu'un fragment. Il doit être lu à la lumière d'autres sources, replacé dans le contexte de sa rédaction et apprécié au regard de la finalité pour laquelle il a été produit. Ce n'est qu'à cette condition qu'il révèle toute sa valeur. C'est précisément pour cette raison que l'analyse de la question Cham ne peut reposer ni sur un document unique, ni sur un auteur unique. Elle exige une lecture croisée des archives diplomatiques, des documents administratifs, des témoignages des survivants, des rapports d'organisations internationales lorsqu'ils existent, ainsi que des travaux des historiens ayant étudié cette période. À cet égard, les archives britanniques relatives à la Seconde Guerre mondiale
et aux années qui l'ont immédiatement suivi présentent un intérêt particulier. Elles n'ont pas été rédigées pour défendre les positions de la partie albanaise ou de la partie grecque. Il s'agit de documents produits dans le cadre de l'activité diplomatique britannique et qui précisément pour cette raison constituent une histoire et une source précieuse pour l'historien. Ils doivent néanmoins eux aussi être soumis à une analyse critique, car tout document diplomatique reflète les informations disponibles, les perceptions ainsi que les limites propres à son époque. Les mémorandums et pétitions rédigés par le représentant de la communauté Cham après leur exil revêtent également une importance particulière. Ces textes ne prétendent pas à la neutralité. Ils ont pour objet de défendre une cause. Cette circonstance ne leur retire toutefois pas automatiquement leur valeur historique. Au contraire, il permet de comprendre la manière dont les personnes déplacées percevaient elles-mêmes les événements et qu'elles avaient vécu ainsi que les attentes qu'elles formulaient à l'égard de la communauté internationale. Pour l'historien, il constitue une composante indispensable de l'ensemble documentaire. Une analyse sérieuse ne saurait sélectionner uniquement les sources confortant une conviction préexistante. Elle doit également examiner celles qui proposent des interprétations différentes. C'est à cette condition qu'il devient possible d'apprécier quels arguments reposent sur les preuves les plus solides et lesquels demeurent plus fragiles. Une telle démarche ne diminue pas la force de la thèse défendue. Elle en renforce au contraire la crédibilité. Lorsque l'ensemble des sources historiques est examiné conjointement, un élément apparaît avec une particulière netteté. L'expulsion de la population Cham ne s'est pas limitée à un simple déplacement d'un territoire vers l'autre. Ses conséquences furent durables. Une communauté perdit sa présence historique dans une région où elle vivait depuis des générations, tandis que les questions relatives au bien, au droit, au retour et à la reconnaissance demeurent irrésolues pendant plusieurs décennies. Ces faits historiques appellent une analyse continue. Toutefois, la question posée dans le présent ouvrage va plus loin. La seule reconstitution des événements est-elle suffisante ou existe-t-il également une obligation d'en examiner les conséquences à la lumière des principes du droit international et des droits de l'homme? La réponse est que dans cette seconde étape, l'histoire demeure inachevée. Les documents nous permettent de comprendre ce qui s'est produit. Le droit nous permet de nous interroger sur la signification juridique et morale de ces événements. Seule la rencontre de ces deux approches est susceptible de produire une analyse capable de résister à l'épreuve du temps et de l'examen critique. C'est pourquoi le présent ouvrage n'a pas pour vocation de se substituer au jugement des historiens ni à celui des juridictions. Son objectif est de démontrer que la question Cham mérite un examen complet, impartial et fondé sur les preuves, car ce n'est qu'à cette condition que l'on peut espérer se rapprocher de la vérité et, si possible, de la justice. Existait-il un projet visant à faire disparaître la présence des Cham? En droit international, une question détermine souvent la frontière entre de nombreux crimes graves et le crime de génocide. La violence était-elle la conséquence des circonstances de la guerre ou s'inscrivait-elle dans une politique visant à éliminer une communauté en tant que telle? C'est précisément cette interrogation qui doit être posée à propos de la Chameria. Il ne s'agit pas d'un débat pouvant être tranché par une formule, un slogan ou une déclaration politique. Il exige une analyse minutieuse du déroulement des événements, des acteurs impliqués, des décisions prises et surtout des conséquences qu'elles ont produites. L'un des principaux arguments avancés par une partie de l'historiographie grecque est que les opérations dirigées contre la population Cham albanaise constituaient une réponse à la collaboration d'une partie des Cham avec les forces d'occupation italiennes et allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Cet argument a été invoqué pour justifier le caractère militaire des opérations et pour nier l'existence d'une politique dirigée contre la communauté Cham dans son ensemble. Il s'agit d'un argument qui ne peut être écarté d'emblée.
Il mérite d'être examiné au sérieux. Toutefois, même à supposer que certains individus aient effectivement collaboré avec les puissances occupantes, phénomène observé dans la plupart des pays européens durant la Seconde Guerre mondiale, cette circonstance ne saurait justifier que l'ensemble d'une communauté soit traité comme collectivement responsable. L'un des principes fondamentaux du droit moderne est celui de la responsabilité pénale individuelle. Nul ne peut être sanctionné pour les actes commis par autrui en raison de sa seule appartenance ethnique, religieuse ou familiale. Ce principe n'est pas apparu après la Seconde Guerre mondiale. Il est devenu l'un des fondements de l'ordre juridique international précisément parce que le monde avait pris conscience des conséquences catastrophiques des sanctions collectives. Dans le cas de la Chamería, une question existentielle se pose. Si l'objectif consistait uniquement à sanctionner les collaborateurs de l'occupant, pourquoi la totalité de la communauté musulmane Cham fut-elle expulsée? Pourquoi des femmes, des enfants et des personnes âgées furent-ils aussi contraints de partir? Pourquoi après la guerre, aucun mécanisme individuel ne fut-il mis en place afin de distinguer les personnes responsables des innocents? Pourquoi les confiscations de biens affectent-elles l'ensemble de la communauté et non les seules personnes condamnées individuellement? Ces interrogations n'apportent pas à elles seules la réponse juridique. Elles constituent néanmoins des questions auxquelles toute l'analyse sérieuse doit répondre. Selon certains auteurs, c'est précisément ici que l'argument fondé sur la responsabilité collective montre ses limites. Lorsque des mesures exceptionnelles frappent une population entière en dehors de tout examen individuel, il devient légitime de s'interroger sur la possibilité que l'objectif n'a pas été uniquement de sanctionner les auteurs d'infractions, mais également d'éliminer durablement la présence de cette communauté sur son territoire. Ce doute ne constitue pas une preuve. En méthodologie juridique, il représente toutefois une raison suffisante pour demander une enquête approfondie et une réévaluation complète des éléments disponibles. À ce stade, il n'appartient pas à l'auteur de ce livre de rendre un verdict. Ce verdict relève des institutions compétentes. La mission de ce livre consiste à démontrer qu'il existe des questions sérieuses appuyées sur des documents et sur le déroulement des événements auxquels aucune réponse pleinement satisfaisante n'a encore été apportée. C'est peut-être précisément pour cette raison que la question Cham demeure présente dans les relations entre l'Albanie et la Grèce après près de 80 ans après les faits. Lorsqu'une tragédie historique continue plusieurs décennies plus tard de susciter des débats, des revendications de justice et des différends internationaux, cela signifie que l'histoire n'est pas encore achevée. Elle attend encore un examen qui soit à la fois historique, juridique et profondément humain.